Du Japon, nous passons en Inde. Ah, l'Inde. Alors vous savez que j'aime bien en parler. Je vous parle souvent de Narendra Modi. C'est mon pote, c'est le gars qui est fan d'Ayurveda, de yoga et tout ça, et qui est un malade fasciste d'extrême droite, qui a permis d'obtenir la journée mondiale du yoga le 21 juin, ce qui ne cessera jamais de me fâcher, je m'en remettrai jamais. Il adore aussi, vous savez, l'homéopathie et tout ça, tout ça. Eh ben, sauf que ce nationaliste ultra-raciste lui aussi est ultra-sexiste, hein, bien sûr, parce que n'oubliez pas que pour tous ces gens-là, les femmes sont des êtres inférieurs. Que ce soit pour Shinzo Abe ou pour Narendra Modi, toute femme est un être inférieur. Eh ben, Narendra Modi, aujourd'hui, je peux vous en parler, pas juste pour mon obsession personnelle, mais parce qu'il se trouve confronté à la plus vive contestation de son autorité depuis son accession au pouvoir en 2014. Je vous parle quand même du futur plus grand pays de la planète et de la plus grande démocratie du monde, de l'Inde. Donc c'est pas juste mes petites obsessions à moi, c'est quelque chose d'important. Et donc depuis 2014, il est au pouvoir et là, il est actuellement confronté à la plus grande vague de révolte dans la rue. Comment ne pas voir là aussi des liens avec ce qui se passe à Hong Kong, ce qui s'est passé au Chili, ce qui se passe en Algérie et même avec nos gilets jaunes. Ça fait encore une fois partie de cette convergence mondiale insurrectionnelle. En tout cas, ça donne les mêmes images des émeutiers, des manifestants et la police qui gaze et qui tabasse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en Inde ? Depuis 10 jours, la nouvelle loi sur la citoyenneté en Inde provoque de nombreux troubles, poussant plusieurs milliers de personnes à manifester, bravant les interdictions de rassemblement. Plus de 1500 personnes ont déjà été arrêtées et au moins 25 personnes sont mortes ces derniers jours, assassinées par la police, notamment dans l'état d'Uttar Pradesh au nord, l'état le plus peuplé de l'Inde, avec 200 millions d'habitants, dont 20% de musulmans. Vous allez voir, évidemment, c'est important. La cause de ce mouvement populaire, une loi qui a été adoptée le 11 décembre par le Parlement indien, facilitant l'obtention de la citoyenneté indienne par les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il faut que ces réfugiés soient arrivés avant 2015, bon, admettons, et surtout, ça ne marche que si ces réfugiés ne sont pas musulmans. Alors c'est quand même très embêtant parce qu'en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, il y a quand même beaucoup de musulmans, il y a ultra majoritairement des musulmans. Donc cette loi est une loi purement raciste. Pour de nombreux Indiens, cette nouvelle législation est une claire discrimination envers les musulmans. Il faut savoir que l'Inde, ça sera bientôt le 3e pays musulman de la planète. C'est pas un truc anecdotique. Les musulmans représentent 14% des 1,3 milliard d'habitants en Inde. La constitution indienne est laïque, et donc cette loi viole très probablement, d'un point de vue juridique, d'un point de vue constitutionnaliste, le caractère laïque de cette constitution, puisque c'est une loi raciste. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé ce texte fondamentalement discriminatoire. Les ONG, quant à elles, estiment que cette loi fait partie du programme nationaliste de Narendra Modi, ce même programme au nom duquel il tend à répandre son soft power et l'Ayurveda et le yoga et l'homéopathie entre parenthèses, qui n'a rien à voir, mais c'est juste du lobbying lié à Boiron, laboratoire de Rhône-Alpes. Le but de Modi, c'est de marginaliser les 200 millions d'Indiens musulmans. Le vote de la loi donnait lieu cette semaine à des flambées de colère dans les 2 chambres du Parlement, un député allant jusqu'à la comparer aux lois anti-juives promulguées par le régime nazi en Allemagne dans les années 30. Je vous rappelle au passage, mais peut-être que je ferai une chronique spéciale là-dessus, que Gandhi, vous savez Gandhi, Gandhi c'est cool, moi dans mes chroniques j'essaie de vous déplacer un peu le point de vue. Gandhi c'est quelqu'un qui avait écrit une lettre, plusieurs lettres même, à Hitler, en s'adressant à lui sur un mode très amical, en lui disant « très cher Führer », mon ami Hitler, etc. J'espère que vous comprendrez que, etc., etc. En tout cas, cette loi excluant les musulmans cristallise les peurs et les tensions actuellement en Inde, un peu plus de 4 mois après la révocation par le gouvernement de l'article 370 de la Constitution qui octroyait depuis l'indépendance en 1947 par Gandhi, qui d'ailleurs était un islamophobe assumé, il ne cachait jamais son mépris pour l'islam. Un statut spécial, donc en 1947, lors de l'indépendance de l'Inde, il y avait un statut spécial qui avait été réservé pour le Jammu et Cachemire, le seul État majoritairement musulman de la République indienne. Sauf que, il y a 4 mois, Narendra Modi, donc cet ultranationaliste d'extrême droite, a décidé de mettre fin à ce statut juridique particulier du Cachemire, seul pays majoritairement musulman de l'Inde. Il faut savoir aussi, je vous en avais parlé, que fin août, près de 2 millions de personnes ont été privées de leur citoyenneté dans l'état d'Assam, dans le nord-est, après une vaste opération de recensement dans cet état frontalier avec le Bangladesh. 2 millions de personnes considérées comme trop musulmanes qui ont été exclues de l'Inde. Et en outre, en novembre, j'en avais parlé aussi, un tribunal a autorisé la construction d'un temple hindou. Ah, vous savez, l'hindouisme, c'est sympa, c'est Ganesh et tout ça. Sur le site d'une mosquée qui avait été rasée par des fanatiques hindous. Voilà donc ce qu'il se passe en Inde actuellement. Bonne nouvelle, en tout cas ça secoue là-bas et il a l'air d'être un peu embêté, Narendra Modi. De l'Inde, on reste en Asie, on va à Hong Kong. Hong Kong, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses et pour la première fois, un rassemblement a été organisé
justement en soutien aux Ouïghours. Les Ouïghours, c'est la minorité musulmane chinoise du Xinjiang. Ce sont les musulmans chinois. L'islam, quand il est arrivé dans ces pays, s'est confronté au système ultra-traditionnaliste qui avait déjà 3, 4, 5, 6 000 ans. Pour parler de l'Inde, par exemple, le système des castes était très très ancien. Et donc l'islam, c'était un petit peu trop révolutionnaire, un petit peu trop embêtant. Puisqu'en islam, il n'y a pas de chef, chacun est libre devant sa foi, etc. Bref, il y a plus d'1 million de personnes dans les camps de concentration actuellement en Chine, plus d'1 million donc de musulmans, soit 1 sur 10 pour les Ouïghours, plus qu'1 sur 10 de cette population. Et on peut saluer le magnifique geste des Hongkongais qui ont risqué leur vie dimanche dernier pour soutenir ces musulmans enfermés dans des camps de concentration. C'est vraiment la grande classe internationale de leur part d'avoir fait ce geste par pure solidarité et parce qu'ils ont compris, les Hongkongais, l'intelligence politique de faire un geste de soutien envers cette minorité musulmane incarcérée en Chine. Puisqu'on parle de la Chine, Londres, ça c'était cette semaine, une petite fille de 6 ans ouvre sa carte de Noël et dans sa carte de Noël, elle lit ceci. « Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison de Shanghai, en Chine. » Et elle a trouvé ça donc sur sa petite carte illustrée avec un chaton et un chapeau de Père Noël. « Nous sommes forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous et prévenez une organisation de droits de l'homme. » C'est écrit en lettres majuscules. C'est un esclave, prisonnier politique, en Chine, qui a écrit ça. C'est arrivé dans les mains d'une petite fille de 6 ans à Londres. Ses parents avaient acheté cette carte dans les magasins Tesco. Tesco, c'est le numéro 1 des supermarchés en Angleterre. Et Carrefour vient d'annoncer qu'il allait s'allier à Tesco pour casser les prix. Vous savez, Carrefour, c'est ce magasin, cette grande chaîne de distribution française qui, hier, a ouvert des magasins sans salariés. Et ouais, Carrefour, ils vont réussir ce nouveau truc d'ouvrir des magasins. Vous verrez qu'un jour, ils nous mettront des magasins ouverts le dimanche, la nuit, à 5h du matin, sans salariés. Bah oui, parce que c'est des caisses automatiques. Et après, ils font la sous-traitance à des vigiles privés qui ne sont pas des salariés de Carrefour, qui sont des salariés d'autres choses. Donc, Carrefour va s'allier à Tesco, forcément, pour baisser les prix. C'est sûr qu'en faisant travailler des esclaves prisonniers politiques en Chine, le père de la fillette à Londres a recherché dans Google le nom de la personne qui avait écrit en lettres majuscules et tremblantes sur cette carte un message de détresse jeté à la mer qui est arrivé donc dans les bras de cette petite fille à Londres. Il a découvert sur internet qu'il s'agissait d'un ancien journaliste et enquêteur privé. Voilà, ça me semble à la fois triste mais à la fois un beau geste de communication qui échappe au système impérial. Nous étions en Inde, de là j'étais passé à Hong Kong pour parler des musulmans, de la situation des musulmans, mais je retourne à côté de l'Inde pour vous parler du Pakistan. Encore une fois, ça vous paraît des pays pas très importants, pas très connus, mais bientôt ce sera le premier pays musulman de la planète. Et la capitale du Pakistan, Karachi, est la ville du monde qui a connu la plus forte croissance urbaine durant ces dernières décennies, le plus gros taux de croissance durant ces dernières décennies. C'est aussi la ville du monde où il y a le plus de morts violentes chaque nuit. Donc c'est important d'en parler. Est-ce que vous vous souvenez de Musharraf ? Musharraf, c'est un nom que peut-être vous avez oublié. Pourtant, c'était ce général qui était parvenu au pouvoir au Pakistan après un coup d'État sans effusion de sang d'ailleurs, en 1999. Il n'avait même pas eu besoin de faire couler le sang. Et il s'était ensuite autoproclamé président en 2001, avant de remporter en avril 2002 un référendum évidemment controversé comme tout référendum utilisé par les dictateurs. Il était resté à la tête du Pakistan jusqu'en 2008, soit 10 ans de dictature militaire, dans ce pays où l'armée commande dans l'ombre, comme c'est le cas d'ailleurs, vous le savez très bien, en Algérie ou en Égypte. On parle dans ces cas-là, pour ces jeunes États, d'États profonds militaires. Donc, ce Pervez Musharraf, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, un admirateur de Napoléon Bonaparte, ce qui ne devrait pas être un compliment pour la France. Je rappelle, j'en ai déjà parlé, que quand même en France, on continue à célébrer l'obélisque de Napoléon Bonaparte, on continue à considérer que Napoléon Bonaparte c'est cool, c'est un nom plutôt positif, alors que c'était un impérialiste terrible qui a levé les plus grandes armées à l'époque pour traverser l'Europe et aller en Russie, qui a commis un massacre sur sa propre population et sur les autres, en plus de piller l'Égypte et qu'on continue à tourner autour des obélisques lors des bouchons de la Concorde. Mais bref, Pervez Musharraf, dictateur militaire pakistanais, admirateur de Napoléon Bonaparte et grand amateur de cigares, vient d'être condamné à mort. Alors ça, c'est quand même un truc de fou. Il a été condamné par contumace, parce qu'évidemment, il coule un exil luxueux entre Londres et Dubaï. Il était même rentré au Pakistan en 2013 pour essayer de se représenter à des élections. Mais il avait dû se sauver parce qu'en 2017, la justice l'avait déclaré fugitif dans le procès du meurtre de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, c'était sa rivale politique pour lequel Musharraf demeure le seul suspect. Mais il n'a pas encore été jugé sur cette histoire-là. En tout cas, le gars, il était dictateur pendant 10 ans, dictateur militaire, général d'armée, et il vient d'être condamné à mort.
La condamnation à mort d'un ex-dictateur militaire semble indiquer un changement dans l'évolution démocratique du Pakistan, un changement positif. C'est un peu un comble, en effet, pour moi, de se réjouir d'une condamnation à mort et d'analyser ça comme un signe positif. Mais c'est bien ça l'enjeu de ces chroniques, c'est d'essayer de rendre compte de la complexité des nœuds de ce monde. C'est un peu comme si MBS, vous savez, le roi actuel de l'Arabie Saoudite, c'est comme si lui, il était condamné à mort en vertu des lois de son pays. Bon, bah ce serait peut-être un bon signe. Je sais pas. En tout cas, l'ONG Amnesty International a qualifié d'encourageant le fait que le Pakistan en finisse avec une histoire d'impunité pour les puissants généraux, tout en rappelant son opposition, comme la nôtre, à la peine de mort, qui relève bien sûr de la vengeance et non de la justice. Petite parenthèse, très intéressante il me semble. Donc Musharraf, l'ancien dictateur du Pakistan pendant 10 ans, qui vient d'être condamné à mort, donc il est suspect dans le meurtre de Benazir Bhutto. J'imagine que vous avez oublié aussi qui est Benazir Bhutto. Eh bien, Benazir Bhutto, c'est cette femme qui avait été 2 fois élue Premier ministre du Pakistan, qui a été la première femme de l'ère contemporaine à avoir dirigé un pays musulman. Tout ça pour vous dire que je pense pas qu'on verra ça en Chine. Vous voyez? Et c'est ça les paradoxes. C'est que le Pakistan, qu'on considère comme un pays quand même assez barbare, assez dangereux, pour plein de raisons il l'est, admettons. Réactionnaire, voilà, parce que ça veut dire le pays des purs. Rappelons que la capitale c'est quand même Islamabad, ça indique une certaine direction. Bon, très bien. Mais paradoxe de l'histoire, cette femme a été assassinée donc dans un attentat suicide le 27 décembre 2007, mais elle a quand même été élue 2 fois Premier ministre du Pakistan. Eh bien, le jour où on verra une femme Premier ministre à la tête de la Chine ou alors à la tête du Japon, bon, je voudrais bien modifier un peu mon propos. En attendant, c'est au Pakistan qu'il y a eu une femme qui a été à la tête du pays.